iyo warteeda nuxurkeeda wacan idaacadda nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad. Écoutez Nabad Nantes sur 98.1 à Nantes et 91 à Saint-Nazaire. L'émission de la communauté djiboutienne à Nantes. Nous y voici, chers auditeurs. Merci d'être fidèles à notre émission. Merci d'être à l'écoute. Et là, aujourd'hui, nous avons une journée spéciale. Spéciale surtout pour nous. Hein? C'est pas Monsieur Nidal qui est là aujourd'hui à la technique, c'est Monsieur Nofal. Bien sûr, Nidal, Monsieur le fameux Nidal, est toujours à l'antenne avec Monsieur Ali Daher et l'invité surprise. On vous le dira, mais bon, surprise pour certains, pas pour d'autres. À vous les gars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sida uu nidal sheegay sida uu sheegay Noval ee aujourd'hui waxa ku jira dhinaca technique orto wa salaamantiin dhamaanba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaasha maad aragtay sabti kaste macmiilka waa ku soo dhawaada radio Nabad Nantes. Aïwa, salam alaikum. Bon, bah, ça fait bizarre aujourd'hui. Effectivement, je ne suis pas à ma place habituelle. Je ne suis pas à côté de la console. Ça fait un peu spécial. Mais je ne suis pas à côté de la console. Il y a quelque chose de spécial. C'est qu'on reçoit aujourd'hui quelqu'un. Et là, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Comme on vous le disait, chaque mois, on va essayer quelque chose. Chaque mois, on va essayer de mettre en valeur quelqu'un. Chaque mois, on va essayer de vous faire découvrir, de nous faire découvrir quelqu'un de spécial qui sort un peu de l'ordinaire au sein de la communauté djiboutienne ici en France et peut-être même ailleurs, on verra. Et pour la première donc, de ces présentations-là, je pense que toute l'équipe Nabad Nantes a été... là, ça a été vraiment... ok, c'est sûr, il n'y a qu'une seule personne qui peut venir ici. C'est Monsieur Khadr Ateye. Khadrou, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être reçu aujourd'hui par toute l'équipe Nabad Nantes, au-delà de toutes les ondes et au-delà de toutes les mers. Bonjour à tous. Et puis, comme dit Nabad Nantes, je vous dis tous, Nabad, salam alaikum. Et oui, voilà. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien, les plus heureux, croyez-nous. C'est nous les plus heureux. Absolument. Inkasto maartay hawada madartay aan nagala xiriidin ninka qolatay ma garanaysa in contact nala maanta waxa joogtaa waxa tahay maanta in waxa maanta joogtaa waa présent ku soo dhawow. Merci Aldar, merci à vous tous. Je suis, comme je l'ai dit, et je le redis encore une autre fois, je suis très heureux d'être parmi vous. Et je peux vous faire une confidence, c'est que souvent, je vous écoute avec mon petit téléphone, même quand je suis à des réunions très importantes, j'ai une oreillette. Donc, je vous entends. Ça me rappelle, comment on appelle ça, la communauté européenne là-bas, hein, qui zappe et qui écoute, qui... C'est ça, j'ai une petite oreillette. Merci déjà, merci. Mais bon, moi j'ai une question juste pour les auditeurs, je pose la question à leur place. Qui est M. Khadr Ateye? Donc, M. Khadr Ateye, comme le nom le dit, je suis d'origine djiboutienne. Donc, j'ai fait une grande partie de ma vie, je suis en France. Comme tous les Djiboutiens, je fais mes études en France, et même les plus petites études, on va dire. J'ai grandi en France et je suis quelqu'un qui a commencé comme toute personne respectable et respectée. Je commençais par du militantisme associatif, c'est-à-dire j'étais dans des associations, dont des associations caritatives qui sont Médecins du Monde et la Croix-Rouge française. Voilà, je commençais par là. Bien sûr, quand on parle de militantisme, il y a souvent derrière un peu de politique, on va dire, il y a un pourcentage de politique, et à un moment, on a envie de faire le pas par rapport à la politique. Et donc, j'étais à plusieurs partis, j'ai été plutôt, on va dire, des partis de gauche, j'ai été militant, on va dire, sans être vraiment au grand jour. Et petit à petit, c'est comme cela que je suis arrivé à me poser la question de savoir un jour d'avoir une vraie responsabilité, et d'où ma présentation en 2008 comme maire.
Voilà. Et réélu en 2014 parce que j'ai envie de finir les projets que j'ai commencés il y a 6 ans. Non. Objection, votre honneur. Je pense que M. Khadr Ataye, vous devez tous le savoir, c'est un tout petit peu plus que ça, les gars. Hein. Qu'on remette un tout petit peu les choses quand même à leur place. On est beaucoup de Djiboutiens à être ici en France. On est beaucoup de Djiboutiens à vivre ici en France et tout et tout. Citez-moi le cas d'un seul qui est arrivé à ça. Rien ne sert d'être modeste. Il peut se le permettre. Moi, je ne serais pas modeste à sa place. Je veux dire, on va prendre les micros, les flonflons et tout, et puis dire, voilà, ça, c'est une fierté justement que l'on a d'avoir quelqu'un qui est maire ici. Rendez-vous compte, on est en France là, on est en 2015, on est en France, pays de Nadine Morano, on est en France qui, paraît-il, est une terre blanche et ainsi de suite. Eh bien voilà, quelqu'un qui s'appelle Khadr Ataye, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est noir et quelqu'un qui arrive à être maire. Non, monsieur Khadr Ataye, vous êtes plus que ça. Vous êtes un exemple, vous êtes quelque chose de formidable et vous êtes quelque chose que l'on doit justement mettre en valeur, histoire de dire à cette Nadine Morano, voilà cette France-là que nous voulons, voilà cette France, comment on la rêve, voilà la France réelle et non pas la vôtre et non pas cette France-là raciste et autres. Et malheureusement, j'ai l'impression, et c'est là où on va revenir tout à l'heure, après la chanson que l'on va passer, à un tout petit peu plus de politique. Parce que maintenant, ce que je voudrais aussi, c'est vous dire quelque chose. C'est que... Obama, c'est ça. Non, un peu plus de la face d'Obama. Excusez-moi, moi par contre, ce que je voudrais, moi c'est... 3 secondes. Non, 3 secondes, Nofal. Accordez 3 secondes, pas plus. On avait dit au tout départ qu'on allait lancer aussi. Il y avait quelqu'un qui a fait énormément de choses ici pour cette radio-là qui s'appelle Sultan Ali Sultan et qui nous a fait un joli mix. Je pense que vous allez l'apprécier. On va apprécier cette musique-là. On la lance et puis par la suite, donc, on va cuisiner notre cher maire Khadr Ataye et on vous rappelle le numéro de téléphone, s'il vous plaît, si vous avez des messages à faire passer, si vous avez des questions à lui poser. 02 40 93 26 62. Allez, Sultan. C'est pour rester, savoir plus sur M. Khadr Ataye, restez à l'écoute. yahay darta gureynaya soma aha soma aha soma bangaran aha aha ko gama saruhu galawguna hurda sida garsan tari gabar yahay darta
gacadko ka ilaali weliga Alors, à l'écoute sur Nabad Nantes, votre émission hebdomadaire de la communauté djiboutienne, et avec nous, en exclusivité aujourd'hui, Monsieur Khadr Atei. Monsieur Khadr, rebonjour. Rebonjour à tous. Et à toutes. Et à toutes surtout, effectivement. Donc, comme on vous disait au tout départ, c'est une émission spéciale et c'est une émission qu'on va essayer donc de faire à chaque une fois par mois au moins. C'est de mettre quelqu'un en valeur, un Djiboutien qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, on va dire. On est tous pris ici par notre quotidien, c'est déjà dur. Les gens travaillent, les gens reviennent, ils ont leurs enfants, ils ont ceci, ils ont cela. Bon, chacun essaie de s'en sortir un peu dans ce pays. Et puis, il y a d'autres qui ont ce petit plus, à savoir qu'ils sortent, comme je disais, de l'ordinaire. Et là, on n'a pas n'importe qui, c'est un maire. Un maire, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans une ville, ici en France. Première question, donc, Monsieur Khadr Atei, est-ce que ce n'est pas dur, justement, d'être arrivé là où vous en êtes? Merci Nidal pour cette question qui est très très importante. La première chose, je retiens deux mots, valeur et petit plus. Ça me touche énormément, ces deux mots me touchent énormément parce que je n'ai rien de valeureux et je n'ai rien de plus. Pourquoi? C'est tout simplement, quand on se fixe quelque chose dans la vie, quand on a envie d'avancer dans la vie, il faut qu'on essaye d'avancer, pas tête baissée, mais en évitant les obstacles. Et s'il y a des obstacles qui sont très durs à atteindre, ben, on se tape dessus parce qu'il faut à un moment trouver la clé de cet obstacle-là. Et pourquoi cet obstacle s'est mis sur votre chemin. La deuxième chose, être maire, c'est très contraignant. C'est très très contraignant. Les gens, on a toujours envie d'avoir, parce qu'il faut savoir, c'est pas un titre, c'est une fonction élective, c'est-à-dire que c'est le peuple qui nous donne le droit d'exercer cette fonction-là. Absolument. Voilà. C'est que souvent on oublie les élus, même les grands élus. C'est une fonction que le peuple nous confie, et au bout de 6 ans, si vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que le peuple vous a confié, il décide de vous reconduire ou pas. Voilà. C'est très contraignant. Très contraignant parce que c'est une grosse responsabilité. Souvent, les gens font l'amalgame entre un petit village et une grande ville. Il faut savoir qu'un maire qui est dans un petit village a plus de responsabilités qu'un maire d'une grande ville, comme je ne veux pas aller jusqu'à Paris, mais une grande ville qui a un certain nombre d'habitants. Quand on est père, parce qu'il faut savoir, quand je suis devenu maire, père et mère,
Nous votons ensemble. Ouais. Donc, quand je suis devenu maire, j'avais 2 petits-enfants en bas âge. Ça a été très difficile de concilier cette vie familiale, cette vie professionnelle, puisque j'ai un travail, et la vie de maire, d'élu, de responsable local. C'était très dur pendant 6 années. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, et une des choses qui m'a donné l'envie de me représenter, de redonner encore une deuxième fois, de redemander ce devoir au peuple, c'était j'ai vu mes enfants grandir. Donc c'était une épine en moins sur ce qui pouvait me faire réfléchir. Maintenant, je reviens encore avant notre belle chanson mixte de Sultan Ali Sultan. Et la question était, Nadine Morano, je ne veux pas faire de publicité pour cette femme parce que ça lui fait de la publicité et je ne veux pas y aller là-dedans. Maintenant, elle a voulu reprendre une phrase qui a été intelligemment faite par le général de Gaulle à l'époque de se poser la question de savoir si l'Algérie était français ou pas, où il disait que la France, l'Europe était un pays de race blanche, de religion chrétienne, et que les musulmans, avec leur babouche et leur djellaba, ne pouvaient pas être français. Voilà. Mais ce qu'il faut rendre à De Gaulle, c'est que c'était quelqu'un qui était très intelligent. Il avait retourné cette phrase-là dans l'intelligence. Pour cette dame-là, je ne veux pas aller là-dedans. Maintenant, la France, j'y crois. On parle souvent, depuis quelque temps, surtout depuis qu'on a cette arrivée. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'arrivée massive d'immigrés, parce qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Il faut savoir que les immigrés passent en France, ils ne s'arrêtent pas en France, ils repartent. Parce que pour eux, le rêve français n'existe pas. Sauf qu'on est une période préélectorale, et jouer sur les mots, faire peur, ça joue toujours, on joue là-dessus. Mais on sait à qui ça profite, en fait, ce genre de peur. Je ne pense pas que ça profite ni à la droite classique et réellement républicaine, Oui. ni, et surtout pas à la gauche, bien entendu. Mais bien sûr, il faut savoir que la gauche aujourd'hui, elle est dans un tournant de se poser la question, de se remettre en question, de savoir quelles sont vraiment les vraies valeurs de la gauche aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que la gauche a perdu ses vraies valeurs. Il faudra qu'ils se remettent en question et se reposer les questions de savoir quelles sont les vraies valeurs qui avaient véhiculé ce qu'on appelle la gauche à l'époque. Bon, je ne parle pas de l'extrême gauche, du marxisme ou tout ce qu'on veut. Si, on peut, hein, parce que moi je du les trouve pas communisme mal. dur et fort, mais je parle de la gauche humanitaire. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faudra qu'ils se reposent la question. Ils peuvent le dire, le revendiquer, mais il n'y en a pas. La question se pose. À un moment donné aujourd'hui, on a vu en début d'année tout ce qu'on a entendu sur Charlie, sur machin, qui a stigmatisé une partie de la population française qui a toujours existé. Il faut savoir qu'en France, quand la laïcité a été inventée, la loi a été appliquée en 1905, il y avait quand même 10 millions de musulmans en France. Ah, déjà à l'époque. À l'époque, il y avait 10 millions de musulmans en France. D'accord. Aujourd'hui, on est quoi ? Il y a quoi ? Il y a 5-6 millions de musulmans, 6 millions, à tout casser. Pour vous dire qu'à une époque où c'était pas une... Ah, priorité au direct. Oui, priorité au direct, désolé monsieur le maire. Et c'est juste monsieur Sultan Ali Sultan qui nous appelle et qui veut vous poser des questions. À vous monsieur Sultan. Allô, allô. Oui, bon, oui, bonjour à tous et à toutes. Bah, merci donc déjà donc d'avoir donc mis donc en ligne donc, mon mix. Écoute, tout le plaisir est pour nous, hein, Sultan, et Voilà, merci voilà. beaucoup de nous donner tout ça de façon si gentille, et puis on apprécie énormément tes mix ici. Hein. Ah oui, donc, de toute façon donc j'essaierai donc bon gré mal gré de vous faire donc voilà de temps en temps un petit mix quoi. Donc une petite question donc pour mon maire Kader Ateye, bonjour. Bonjour Sultan. Oui, donc mon maire donc il faudrait aussi donc dire que malgré aussi donc même si tu es maire, tu es aussi donc un grand éducateur donc spécialisé. Donc voilà, donc tu Merci Sultan, c'est gentil. mélanges donc voilà, donc tu mélanges donc voilà ta fonction de maire et ta fonction donc d'éduxpé, qui est donc super dur, mais bon voilà, chapeau à toi. C'est vrai que Voilà. c'est très gentil Sultan. Et puis encore une fois, on a apprécié la musique. Hein. Le mix que tu nous as fait, Voilà. c'était un régal. Hein.
Et il va continuer. Oh. Et en tout cas, merci beaucoup pour la question, qui est très, très Voilà, importante, je effectivement. vous laisse. Merci. Voilà, je vous laisse et je vous écoute. Hein. Voilà, passez donc une bonne après-midi. Ciao, ciao. Merci, Sultan. Merci. Merci, c'était Sultan qui nous appelait en direct. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions à Monsieur le maire sur le 02 40 93 26 62. À vous, l'équipe. Donc, j'étais au point de dire, c'est qu'aujourd'hui, la France a besoin, ce pays-là qui a accueilli, qui a été d'abord défendu par cette population aujourd'hui qui est considérée comme envahissante. Aujourd'hui, la France a besoin de toutes ses forces. Et ce n'est pas des gens comme cette dame-là qui divisera la France. Du moins, moi, c'est ma vision. Monsieur le maire, moi, il y a quelque chose quand même qui me pâte un tout petit peu là-dessus. Qui est-ce qui, aujourd'hui, se dit contre les nouveaux immigrants ou les nouveaux arrivants? En général, qui est-ce qui est contre les Arabes, les Noirs et autres? Ce sont des gens qui s'appellent Morano, Estrosi, que sais-je encore. En fait, ce sont tous des gens... Ils sont immigrés aussi. Voilà, dans les parents sont venus ici. C'est ça ce qui me choque doublement, quoi. Je veux dire, je pensais qu'au contraire, on allait avoir de ce côté-là un tout petit peu plus de compassion, un tout peu plus de sympathie. Comment pouvez-vous analyser tout ça? Est-ce que nous, enfin, du moins, est-ce que nos enfants seront aussi racistes que la dame Nadine? Je pense pas. C'est juste ce qu'on appelle un petit peu de l'intelligence humaine. Et à un moment, quand on a trop de pouvoir, ben, l'intelligence est réduite. Enfin, c'est ma réponse que je donne. Non, je pense pas. C'est tout ça. Il faut savoir. Aujourd'hui, pour être un politicien, il faut savoir jouer avec les médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez l'exemple de la ville qui est à côté de chez moi, là où j'ai grandi, qui s'appelle Chalon-sur-Saône, qui aujourd'hui revient sur le repas de substitution qui passe sur tous les plateaux de télé. C'est un but, c'est ce qu'on appelle une publicité politique. Et quand ces gens-là, qui savent quand même, s'ils parlent avec leurs grands-parents, qui vont comprendre comment ils ont enduré la vie pour arriver en France, mais au-delà de tout ça, ils ne se rendent pas compte que si la France n'avait pas accueilli leurs grands-parents, leurs ancêtres, c'est-à-dire le père ou les grands-parents, ils n'auraient pas été là où ils sont aujourd'hui. S'ils ne se posent pas cette question-là, que ce soit que Mme Morano, ou M. Strozzi, ou M. Sarkozy, tout ce que vous voulez. Si la question est essentielle qu'ils devraient se poser, je ne veux pas aller plus loin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Mais la seule question qu'ils doivent se poser, c'est de savoir, aujourd'hui, si leurs parents n'ont pas été accueillis par la France, ils auraient été où? Et est-ce qu'ils auraient eu cette opportunité de devenir aujourd'hui responsable politique? Donc, quand on est responsable politique et qu'on arrive à ce stade-là, on se doit de donner l'exemple aux autres. C'est-à-dire de ne pas jouer sur la peur, de ne pas jouer sur les origines et surtout de ne pas dire que la France est envahie. D'accord. Mais sinon, là, vous êtes en train de citer justement tous ces trois-là et autres. J'ai l'impression que la seule différence qu'il y a, elle tient en un seul mot, c'est l'islam. Là, ils sont en plus en train d'attaquer donc une religion, une géographie, on va dire. Ce sont des gens qui viennent essentiellement d'Afrique, qu'ils sont en train de stigmatiser et autres là. Monsieur le maire, en tant que maire justement, y a-t-il un problème aujourd'hui de l'islam en France? Il n'y a aucun problème. L'islam de France n'a pas de problème. C'est qu'on islamise l'islam de France. Je m'explique. Il y a juste le fait de dire aujourd'hui, on va faire un feedback, on va retourner en arrière. Depuis 2008, on a une crise. Cette crise-là a été prévue. Elle est arrivée. Il fallait trouver des solutions assez rapides, assez radicales. Il y a des pays qui ont laissé leur plume, comme par exemple la Grèce. On sait très bien qu'aujourd'hui, la Grèce est à genoux et qu'elle est à moitié vendue aux Chinois. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui étaient à genoux, mais qui se sont relevés. Les pays qui étaient à genoux, je donne l'exemple du Portugal et de l'Espagne, ou de l'Italie, parce qu'ils ont eu le courage de ce qu'on appelle de reformer et de remettre. Il n'y a qu'en France aujourd'hui qu'on parle de l'islam, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, en France, on n'a toujours pas trouvé de solution pour sortir de cette crise. À chaque fois, on en revient. Donc, à un moment, pour détourner l'attention et la conscience des personnes, il faut trouver un sujet. Et ce sujet-là,
qui malheureusement pour l'islam, qui a été grossi par les massacre des journalistes à Charlie Hebdo, il fallait trouver un sujet. Et le sujet aujourd'hui, pour détourner l'attention, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas qu'un seul parti qui parle de cet islam. Vous avez la droite, l'extrême droite, la gauche aussi s'y met. Parce qu'aujourd'hui, la gauche ne se cache plus de dire leur intention sur cette religion-là, en se cachant derrière de dire il existe un islam de France. Qui nous explique ce que c'est qu'un islam de France. Parce que pour moi, il y a la religion chrétienne, il y a la religion juive, il y a la religion musulmane, il y a le bouddhisme, tout ce qu'on veut, mais chacun a des croyances en faux d'elle. Et quand il s'agit d'une croyance, ça veut dire que les gens qui la pratiquent honnêtement sont des gens qui sont, on va dire, même si je n'aime pas ce mot-là, qui sont intégrés dans la société française avec leurs différences religieuses, je parle. Pas ethniques ni couleur de peau. D'accord, mais je ne sais pas, moi, stupidement, je pensais que la France était laïque. Bien sûr que c'est un pays laïque. La France est un pays laïque, mais il faut savoir, on détourne maintenant cette appellation laïque, alors que la loi de 1905 est claire et nette. Maintenant, quand je suis maire, quand je vois le parti, l'association de maires de France, qui aujourd'hui réunit des maires pour dire on va faire une charte de laïcité, non, non et non. Ce n'est pas le rôle de l'association des maires. Quand on doit légiférer, on a élu 577 députés qui doivent se pencher là-dessus et qui doivent légiférer s'il faut changer, si ça ne va pas aujourd'hui. Ce n'est pas à des maires de dire on va changer la loi, on va revoir qu'est-ce que c'est que la charte de laïcité. Je ne suis pas d'accord et je transmets ça au président François Baroin, qui est maire de Troyes, et du vice-président qui est monsieur le maire de Chalon-sur-Saône. Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord sur ce point. Aujourd'hui, la laïcité, pourquoi la laïcité ? Il faut dire que la laïcité, c'était la séparation de l'État et de l'Église. À l'époque, à l'époque, c'était l'Église. Parce que les autres religions n'étaient pas assez défendues, n'étaient pas assez mises en avant. Mais aujourd'hui, on va dire, pour rester égalitaire, entre l'État et la religion. Donc, c'est ce qui nous reste entre ces deux-là. C'est-à-dire, c'est le peu de liberté qui nous restait, qu'on est en train de bafouer aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté et de l'autre. Du côté des gens qui sont des religieux, et du côté des gens qui sont, soi-disant, des élus de la République. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème dans le pays laïque. Oui, Kader. Moi, j'ai par exemple, momentanément, pour interrompre ça, j'aurais juste une chanson d'un Oromo, pour comme quoi la différence peut faire bien des choses, d'un Oromo qui chante en Somalie. Galadio Aba
gashe galadyo aba wangin gashe alagar habo wankula dile wankula dadone soma aha soma aha soma kadaran lule me dabba lule lule me yade lule lule me bontu lule lule me yade lule 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 let's go lule lule hey Mr. Guitar በሚያምረው ገላሽ እቱ ተቀበይ ፍቅሬን ባክሽ በምን ቃል አስረዳሽ እንደምን ደፍሬ አፌ ላይ ናገር ይኳትናል እግሬ ልቤ ባይገባው ያላንቺ መኖሬ ልቤ ባይገባው ያላንቺ መኖሬ እባክሽ ሆዴ ስሚ በእንቢታ ቅጣት አትግጪኝ ወዶኛል ብለሽ እኔን ተረድተሽ በጎ ምላሽ ስጪኝ ውስጤን ንጹህ ነው አትክፊ በክፋት መንገድ አትይኝ እውነት ነው ቃሌ እኔን ነኝ በፍቅርሽ አትግጪኝ Hakuna matata inawagamanchu hakuna matata imi manturguta hakuna matata ejeti yalechu hakuna matata yoni sinagare hakuna matata hinkabugamachu hakuna matata sumatutia aha taninjalade ahani eji sigirti bursi marati min timbonini sumatutia aha taninjalade ahani eji sigirti bursi marati min timbonini እባክሽ ሆዴ ስሚ በእንቢታ ቅጣት አትግጪኝ ወዶኛል ብለሽ እኔን ተረድተሽ በጎ ምላሽ ስጪኝ ውስጤን ንጹህ ነው አትክፊ በክፋት መንገድ አትይኝ እውነት ነው ቃሌ እኔን ነኝ በፍቅርሽ አትግጪኝ You know, woman, it go down, you dance, abet, sit up, abet, yo, go down, woman, abet, sit up. Eh hey, il y a de quoi rendre jaloux et jalouse pas mal de gens. Un Oromo qui nous chantait en Somalie et qui a repris en plus la chanson de comment elle s'appelle Shakira là. C'est tout simplement fantastique. Bien, maintenant donc nous sommes de retour ici au studio et de retour avec le maire monsieur Khadr Ateye. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 02 40 93 26 62. Monsieur Abdi, à vous. Ah, c'est très bien, Nidal. Je suis content aujourd'hui avec Monsieur Khadr Ateye, le seul maire djiboutien. Je suis content. On a quand même, Ah oui, non, on a quand même un pays formidable. Les gens forment. Les Djiboutiens, en plus, ils disent ça. Ouais, les Djiboutiens ils sont finis, les Djiboutiens ils sont pas. Les Djiboutiens, c'est l'argent de vraiment avancé, trop avancé. Mais ils sont mal gouvernés. Il faut dire la vérité. Hein. Inch'Allah, on espère un jour tout va bien. Voilà, c'est la élite. Pourquoi aujourd'hui il est un maire en France? Ouais. S'il y a une place à Djibouti. On doit se poser cette question-là. Merci, monsieur Abdi. Ça, c'est vraiment fantastique. Mais bon, on va revenir en France. On a dit... on va pas l'emmerder. Ah, et puis on va pas l'emmerder avec ça. Ok, d'accord. Ouais, في عنا نضال منطقة عدد وصفة عم في عن تاي دولكو في عن يهي vive la France. Monsieur le maire, juste avant, alors bon, vous êtes maire, vous êtes un élu du peuple, c'est quelque chose de fantastique et tout. Mais bon, il y a bientôt des élections. Il y a bientôt des élections régionales ici. Et là, on nous parle déjà d'un tsunami, hein, on peut dire comme ça. La droite revient. Et là... revient aux affaires. Revient aux affaires au niveau régional.
Où est-ce que vous vous êtes positionné? Est-ce que vous allez être candidat? Donnez-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. Non, j'ai préparé mon petit bateau à voile et puis je veux prendre la mer, dans le sens inverse des immigrants. Parce que... Non. Il faut, déjà, première chose, Nidal, je reviens juste sur Abdi, ce qu'il a dit tout à l'heure. L'intelligence et la gouvernance n'a pas de limite, n'a pas de frontières et n'a pas de nationalité. On peut être djiboutien, on peut être somalien, on peut être sénégalais, on peut être russe, on peut être ce qu'on veut. Mais quand on a l'intelligence de pouvoir faire les choses, il faut laisser la chance à certaines personnes du peuple. Si on ferme les portes, on ne saura jamais qu'est-ce que vaut les personnes. Alors qu'aujourd'hui, si j'ai eu la chance, je suis dans un pays démocratique et j'ai eu la chance de, comme laisse cette chance-là, de pouvoir diriger une commune, je l'ai dirigée, j'ai redemandé, un deuxième mandat, et puis c'est à partir de là qu'on va vous juger. La seule chose que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières au niveau de l'intelligence. De l'intelligence. Comprendra qui veut. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire, c'est la question de savoir le tsunami ou la tempête ou ce qu'on veut qui nous attend. Déjà, première chose, je ne suis pas voyant. C'est le peuple qui décidera. C'est dans 2 mois. Ça, c'est la première chose. Mais pour qu'un peuple se décide et qu'il puisse avoir une vision, il faut lui donner le moyen de comprendre, le moyen de pouvoir faire, sa propre analyse, et surtout le moyen d'inciter à le faire voter pour tes propositions. Et aujourd'hui, si on regarde bien, de tous les côtés, il n'y a aucune proposition. C'est le néant total. Quand je dis le néant total, vous n'avez pas de proposition du parti de gauche, vous n'avez pas de proposition en face de la droite qui attend les miettes, c'est-à-dire les pots cassés de la gauche, et vous avez au milieu un parti que j'aime pas trop parce que j'ai du mal à sortir. Je commence à avoir l'urticaire si je le dis. Non, on le dira pas. On va dire les autres. Donc, ce méchant loup qui attend au milieu et qui rafle tout aujourd'hui, c'est pas le peuple qui l'a donné. Il faut savoir que aux dernières élections, il y avait 55% d'abstention. Ouais. Et le jour où nos politiques vont se poser la question de savoir pourquoi il y a 55% de notre population qui ne veut pas se déplacer, là est la question, Nidal. Là est la question. Et si on ne donne pas envie à 55% là de venir s'exprimer, c'est ce que j'appelle moi la politique de l'autruche. C'est-à-dire, avec 25%, on rafle la majorité des sièges, donc on est content. On est majoritaire. Mais faux, on n'est pas majoritaire. Donc dans 2 mois, votera le peuple, décidera le peuple, mais la seule chose qu'il faut, c'est qu'il reste que 2 mois, et ces 2 mois-là, c'est aux partis politiques de démontrer leur force, et surtout aussi de ne pas montrer leur faiblesse. Donc voilà, s'ils m'écoutent aujourd'hui, qu'ils profitent de cette antenne-là pour m'écouter, et surtout de noter ce que je viens de dire. Allez, Abdi. Oui, je peux répondre en Somalie, mais très brièvement, parce qu'il faut pas. Je veux mélanger les deux. Ce qui se passe actuellement au niveau des partis à gauche, parce qu'il y a trop de dislocation, il y a trop de désordre, il y a trop de dispersion. Oui. C'est sûr, moi, il y aura une marée, une raz-de-marée. Encore une fois, on n'est pas voyant, on n'est pas Madame Météo. Madame Soleil aussi. Madame Soleil non plus. Le peuple, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, le peuple décidera dans 2 mois. C'est le peuple lui-même qui donnera. On peut dire un raz-de-marée. Il faut savoir, quand on est journaliste, il faut savoir peser les choses. Parce que souvent, les gens sont accrochés aujourd'hui, on est au XXIe siècle, un siècle de technologie et de tout ce qui est multimédia. Et au lieu de sortir, prendre la température dans la rue ou aller se renseigner auprès des associations, aller auprès de politiques, aujourd'hui, les gens assis dans son fauteuil, écoutent ce qui se passe dans leur télévision ou dans leur petit écran. Absolument. Oui, et donc il faut faire très attention quand on est journaliste ou quand on a la parole ouverte, ce que j'appelle la parole ouverte quand on a des médias ou quoi que ce soit, de ne pas influencer
le cerveau des gens et de laisser se faire. Donc quand on dit à partir d'aujourd'hui, il y aura un raz-de-marée qui sera gauche, droite, machin, c'est de pousser les gens vers quelque chose où on peut ne pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Maintenant, dans 2 mois, le peuple décidera, les gens décideront. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut aller voter. C'est ça qui Et en plus d'aller voter, il y a quelque chose quand même qui s'est passé dans certains pays que j'ai trouvé très très intéressant. Je prends le cas de la Grèce, le parti Syriza. Je prends le cas de l'Espagne, les Indignados. Podemos. Oui. Voilà. Je prends le cas, et là, ça a été quelque chose de formidable pour moi. Hein. Là, je parle en mon nom personnel, de l'Angleterre. Vous vous rendez compte, le Royaume-Uni, les travaillistes, ils ont élu qui ? Quelqu'un d'absolument formidable qui revient réellement à des valeurs de gauche, à des valeurs qui, moi, me parlent. Ouais, D'accord. Et bon, on les traite de populistes, de ceci ou de cela. Mais est-ce que vous ne pensez pas, justement, qu'en revenant à des véritables sources, pareil, d'abord, est-ce qu'il y a possibilité qu'en France, ce genre d'expression, on va dire, d'émanation du peuple puisse exister ici en France, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les partis politiques traditionnels. Hein. Oui. Là, c'est vraiment la société civile, le peuple qui se met en place et qui décide. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en France ? En France, ce sera possible seulement s'il y a une refonte et une réforme des partis politiques. Je m'exprime. On est resté aujourd'hui dans une forme en France où je vais rester sur la France parce que c'est là où on est. On est sur les partis politiques restent sur le fait de garder les mêmes personnes depuis 30-40 ans. Le monde change, on change d'air, on change de comment ça s'appelle, de modèle de vie, et tous ces mouvements-là, moi je trouve que les partis n'ont pas encore intégré, c'est tout simple, je dis il faut redonner la chance à la jeunesse, parce que c'est que par la jeunesse. Si on regarde aujourd'hui les 18-25 ans, la majorité de 18-25 ans vote pour un parti d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que il a compris le marché qu'il y a au sein de ses enfants qui commencent à voter. Pour moi, c'est des enfants, parce que ma fille aura le droit de voter dans peu de temps, donc qui sont en train de voter, et ils jouent le jeu de leur faire entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et malheureusement, les partis traditionnels n'ont pas encore compris qu'il faut laisser la chance aux jeunes. Vous prenez, on parle des régionales, vous regardez la tête de liste des régionales. Ce sont des gens qui sont déjà d'un certain âge, je parle des partis de gauche, je parle même de droite aussi, traditionnels, les partis traditionnels, qui sont d'un certain âge, qui ont déjà plusieurs mandats, c'est-à-dire soit ils sont députés, soit ils sont conseillers ceci ou cela. Comme héritage. Héritage. Ouais. Et s'il n'y a pas d'héritage derrière, on va on va fabriquer un héritage derrière. C'est peut-être gros comme mot et puis c'est peut-être lourd, mais il faut savoir que tant qu'il n'y aura pas de refonte des partis, ça ne changera pas. On restera là-dessus. Moi, j'ai remarqué une chose à propos au niveau de la... Parce que toutes les parties, oui, bien sûr, il y a toujours des têtes de liste, il y a quelqu'un qui sont déjà élus plusieurs fois, machin. J'étais militant des partis socialistes. Je me suis participé, il y a pas mal de réunions de partis socialistes. Ce que j'ai remarqué, tous les militants, 90% sont des vieux. C'est même pas dit. Il y a une salle, on était archi comble. Et quand on voit. C'est pareil à la droite, hein. Ils sont à 90%. Oui, moi, je ne connais pas trop, mais. Là, parce que normalement, les appareils politiques, chaque fois, ça vient de la partie. Oui. Tant que majoritairement, les adhérents de la partie, ils sont des gens âgés, c'est eux qui passent le problème. Parce qu'il n'y a pas de cadeau à ramener un jeune, voilà, on va le mettre ça. Mais il faut d'abord, adhérents, il faut travailler. C'est eux qui payent de l'argent, c'est normal. C'est comme ça. Chaque fois, quand il y a des élections régionales ou municipales ou législatives, il y a ça vient de la partie. Mais tant que les jeunes ne sont pas encore impliqués, voilà. Il faut que les jeunes, moi c'est ce que je dis tout le temps, déjà il faut intéresser. Les jeunes sont aujourd'hui dégoûtés ou déroutés de la politique, la chose politique dans notre pays, en France. Et il faut aujourd'hui tendre la main à cette jeunesse. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à genoux, mais quand même c'est l'avenir.
Il faut tendre la main à cette jeunesse et l'impliquer dans la chose politique. L'impliquer dans la chose politique, c'est quoi? Qu'il participe déjà, comme tu as dit Il tout à faut l'heure. qu'il Abdi. participe, parce que Il les faut qu'il politiques, il n'y participe. a pas de cadeaux, il y a des... Il faut qu'il participe au pousser, processus. Voilà, il faut leur ouvrir les portes des partis. Ça ne veut pas dire leur donner des postes, c'est surtout qu'ils viennent donner leur avis, qu'ils viennent débattre, qu'ils viennent partager. Parce qu'il faut les écouter aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont cons. Il faut les écouter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque parti a ce qu'on appelle la jeunesse, parti jeunesse. Et cette partie jeunesse, c'est souvent 4-5 petits jeunes qui sont formés, qui sortent du moule, qu'on place parce qu'ils veulent avoir l'œil sur ce qui se passe dans leur jeunesse. Et les jeunes qui veulent, souvent quand ils se pensent, quand ils s'engagent là-dedans, la jeunesse populaire, jeune pop, ce qu'on appelle chez la droite, et la jeune, comment ça s'appelle, le JSP, la jeune partie MJS chez les socialistes, au bout d'une année, ces jeunes-là s'en vont parce qu'ils voient exactement ce qui se produit chez les aînés, c'est-à-dire au sein du parti. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont déjà préformés et qui sont déjà sur place. Et ces gens-là vont prendre la relève de ceux qui sont déjà devant, les aînés, on va dire. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut, dans n'importe quel pays, pas seulement en France, si on ne donne pas la parole et surtout le partage des jeunes, on va droit contre le mur. Voilà ce que je peux dire. Là-dessus. Mais donc, pas possibilité de créer un autre parti qui pourra justement, tel que Podemos, tel que Syriza, émerger et remuer un tout petit peu cette fourmilière. Parce que ces pays-là où sont ressortis justement Podemos ou Syriza sont des pays, malheureusement, qui sont culturellement développés par rapport à nous, à la France. Et s'ils arrivent aujourd'hui à fédérer des gens de toutes sortes pour créer une force de proposition, malheureusement en France, on reste dans le dogmatisme de dire je suis de gauche donc je reste dans le parti de gauche, je suis de droite donc je reste à droite, sans se poser la question de dire qu'est-ce qui est bon pour mon pays et comment je fais avancer. Et c'est pour cela qu'il existe Podemos et des partis comme Syriza. Même l'Italie, ils ont commencé déjà. L'Italie, ils ont commencé. L'Italie, ils ont un bon, l'Espagne comment aussi, s'appelle, Premier ministre, qui est Matteo Renzi, qui a décidé de réformes, qui les a maintenus face au peuple et face aux politiques, qui a eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, si l'Italie se relève aujourd'hui, c'est grâce à un courage comme ça, des gens qui ont du courage. Voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon on reprendra tout à l'heure dans quelques instants avec notre mère Khadraté. En attendant, Sultan, on reprend son mixte. Il remet le mixte, c'est la même.
priorité au direct. On va reprendre notre mixte de Monsieur Sultan tout à l'heure. Et là, il y a quelqu'un qui veut poser une question à notre maire, Monsieur Khadr Ateye. Monsieur Christophe, c'est à vous. Bonjour Monsieur Ateye, c'est Christophe. Voilà, je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve très optimiste votre idée sur la jeunesse. Maintenant, moi je suis aussi optimiste que vous, mais j'ai des peurs par rapport à ça parce que j'ai l'impression que nous, les anciens, est-ce que nous avons donné le bon exemple et comment rattraper tout ça. Donc je sais que on en parle souvent, mais c'est vrai que ce taux d'abstention, y compris chez les jeunes, ça fait vraiment flipper. Bonjour Christophe, merci de l'appel. Vous dites que vous êtes ancien, mais vous avez quel âge? J'ai 39 ans, je suis sur mes 40, alors... C'est jeune et c'est expérimenté, on va dire. C'est les deux en même temps. Maintenant, j'ai à peu près le même âge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si nous, on a un devoir, nous, vous, comme moi, de cet âge-là, qui est un âge de transition, on va dire, on n'est ni chez les vieux ni chez les jeunes, mais c'est à nous, ça nous incombe à nous, vous comme moi, de pouvoir faire émerger cette parole de la jeunesse. C'est à nous, c'est notre devoir, je ne peux pas dire autrement. Je pourrais dire que, donc, si on laisse faire les anciens, ils vont détruire, et si on laisse faire les jeunes, ils vont être contradictoires par rapport aux vieux. Donc on doit être cette contrebalance, c'est-à-dire ce curseur. Vous, comme moi, qui ont la quarantaine à peu près, ce qu'on appelle les quadras, c'est à nous aujourd'hui de travailler dans ce sens-là et de pouvoir faire le lien entre ces deux générations qui se cherchent. Une qui désespère et une qui persévère. Redonner espoir et essayer de mettre en place un discours qui pourra redonner l'espérance en la politique, parce que c'est vrai que de ce qu'on voit aujourd'hui, moi je peux comprendre aussi un jeune en passe de voter de 18 ans qui regarde la télé et qui se dit mais pourquoi. Et j'ai aussi dans mon entourage des gens de mon âge qui n'y croient plus. Donc moi je suis complètement d'accord avec vous pour dire que il faut entre guillemets essayer de répandre la bonne parole politique, j'entends. Oui, exactement, parce qu'on n'est pas non plus des prêtres, hein, ni des imams. C'est vrai. Oui. Donc, je suis vraiment en phase avec vous, Christophe, si je peux me permettre. Oui. Et il faut vraiment, nous, on va pas être prétentieux en disant qu'on va donner la bonne parole, mais il faut surtout qu'on leur donne des éléments de choix, on va dire. Et ça nous incombe, c'est à nous de pouvoir leur donner un peu d'éclaircissement, on va dire, pour qu'ils puissent avancer. Parce qu'aujourd'hui, là où on va aller contre le mur, on y va. On a commencé à se cracher contre le mur aujourd'hui. Et ça continuera. Et je pense qu'on aura des lendemains qui seront un peu difficiles si on continue, surtout nous, vous comme moi, si on continue à regarder cette catastrophe se faire aujourd'hui. Oui. Donner le bon exemple. Exactement. Voilà. Oui. Très bien. Merci Christophe. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cet appel. Merci de nous écouter, de nous rester fidèles. Voilà, donc c'était Christophe et je reprends donc notre petit mixte avec notre ami Sultan. I
san caafimaadsan kugu deeqe Bon, ben encore une fois, retour et priorité au direct. Nous avons une question qui nous arrive directement de Paris. Allô, allô, monsieur Mahmoud Jama. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, c'est bon. Là, on vous a. Oui, vous avez donc une question à poser à notre maire. Allez-y. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Mahmoud Jama. Bonjour, Kader. Monsieur le maire, autant que déjà, est-ce que on va essayer de parler déjà politique française, oui, avant de parler Djibouti et nos origines en commun. Oui. Pour la France, qu'est-ce qui ne va pas au sein de ELV? La situation, on a l'impression que là, bientôt, il y aura un référendum du Parti socialiste. Oui. Pour qu'il y ait une union des forces de gauche. Oui. On n'entend pas trop parler du Parti Europe Écologie Les Verts. Oui. Est-ce qu'ils seront dans cette union ou pas? Bon, d'abord, je vais éclaircir une chose. Moi, j'ai quitté le parti depuis avant que tous les autres ne quittent, c'est-à-dire avant que ne quitte, comment il s'appelle, Jean-Vincent Placé, François de Rugy, voilà, François de Rugy, chez qui je suis là en ce moment. Enfin, on est chez lui là dans son domaine. Et puis tous ces gens, et puis une personne que je connais très bien, qui est le maire de Sévran, qui est Stéphane Catignan. Donc moi, j'ai quitté avant tout ce monde-là. Pourquoi? Pour la seule et simple raison, c'est que les objectifs, j'ai toujours été quelqu'un qui a été écologiste et qui avait certaines valeurs. Ces valeurs-là, c'est ancré au fond de moi. C'est-à-dire que je ne tourne pas avec le vent. On ne me propose pas des postes pour pouvoir changer, changer ce que j'ai vu ou ce que je pense. Je ne dis pas que c'est un parti corrompu, loin de là, je ne dis pas, mais quand on a des convictions, et mes convictions restent les mêmes, qu'on m'offre ce qu'on veut ou qu'on me propose ce qu'on a envie, je ne changerai pas des convictions, ça reste au fond de moi. Et aujourd'hui, ce qui se passe au sein du parti
ELV, dont c'était ma famille politique avant, je quittais tout simplement parce que je retrouve exactement ce qui se passe dans les autres partis. Depuis que ce parti-là est devenu ELV, parce qu'avant ça s'appelait les Verts, et puis c'était Europe Écologie de l'autre côté en 2009, tout seul, qui a fait un très bon score, c'était une très bonne idée. Mais depuis que certaines personnes sont arrivés à la tête de ce parti, c'est devenu un parti, comme je disais tout à l'heure, qui commence à être un parti archaïque, c'est-à-dire qui ont les mêmes pratiques archaïques. C'est-à-dire, soit on prend quelqu'un de chez moi et on nomme à une responsabilité, soit on reste dans le mouvement de très anciens. Et pendant ce temps-là, Mahmoud Jama, pendant ce temps-là, il y a quand même des convictions énormes qui sont le changement climatique, qui sont le problème des réfugiés, qui sont le problème social, et tout ça font partie de ce qu'on appelle des convictions écologiques, et on met de côté. Donc aujourd'hui, nos électeurs, c'est-à-dire les électeurs écologistes, ne savent plus où ils vont. Le Front de gauche propose mieux en écologie que les écologistes eux-mêmes. Font des propositions qui sont mieux en matière d'écologie, je parle. Donc moi, le problème qui me pose aujourd'hui, qui s'oppose envers moi, c'est-à-dire les problèmes centraux, on va dire, parce que ces problèmes-là ne sont plus exploités. On joue à une petite guéguerre de place, de je vais gagner ceci, je vais être ça là, et ça ne me convient pas. Moi, aujourd'hui, je travaille pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de notre planète. Je travaille, j'essaie de me forcer d'être le mieux possible. Voilà ma vision. Et quant à ELV, s'ils veulent rester sur leur position, de ne pas se remettre en question, parce que parfois il faut se remettre en question pour pouvoir mieux avancer et sauter. Donc s'ils ne se remettent pas en question et qu'ils restent dans leur position aujourd'hui, moi je ne partage pas ces choses-là. Et je reste à l'écart aujourd'hui, au moment où je vous parle. D'accord. Moi, ma question, pour pousser un peu plus loin, c'était en France, on constate maintenant une redécomposition des forces, de toutes les forces politiques. D'un côté, il y a l'extrême droite, qui a un score apparemment avec des pourcentages très élevés. Non, nuance, Mahmoud Jama, je vous arrête tout de suite. C'est pas l'extrême droite qui ont des scores très élevés, c'est plutôt ils ont le même score qu'ils avaient à chaque élection, sauf que les abstentions sont énormes, donc ça fait augmenter leur pourcentage. Je concède. La seule chose, c'est que je pense que là où, par exemple, près de chez moi, il y avait, par exemple, 4 listes de gauche et 2 listes de droite. Oui. Une liste Union, maintenant ce qui est devenu IMP à l'époque, mais qui est devenu les Républicains, oui. Et l'IDI. Oui. Et l'autre liste, c'était le FN. Et en face, il y avait 4 listes de gauche. Voilà. Et 4 listes de gauche ont été éliminées dès le premier tour. Parce que tout simplement, déjà les gens de gauche aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ces listes-là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le peu qui reste sont divisés en 4 morceaux. Voilà. Donc là, ce sera exactement les élections qui viennent, les élections régionales. Ils vont être exactement l'image des élections qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire les partis de gauche éliminés au premier tour. Alors, quelle stratégie que ce soit maintenant votre nouveau parti, moi si j'ai bien compris, il y a un nouveau parti vert, ou bien l'ancien, par rapport au parti socialiste qui essaye de dire on fait une union de gauche. Ouais. Bon, moi personnellement, je me suis, comment vous dire, je me suis mis un petit peu à l'écart. C'est voulu, c'est volontaire. Donc c'est moi-même qui me suis mis à l'écart. Le problème qui se pose aujourd'hui, ils savent très bien que dans 2 mois, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être non plus voyant, mais on sait très bien que la gauche va droit contre le mur. Et aujourd'hui, ils essayent, c'est mon analyse personnelle, et ils essayent de sauver les meubles, encore une fois, pour les amis. C'est-à-dire, on va garder les postes qui restent. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui au sein de cette coalition de gauche, s'ils veulent faire une coalition, c'est de pouvoir placer les personnes, chacun à sa place. Sauf qu'il y a un grand parti, il faut être d'accord entre nous, il faut être vraiment, il faut se dire la vérité. Il y a un grand parti qui s'appelle le Parti Socialiste, qui est l'ogre, qui veut tout bouffer aujourd'hui.
Donc quand sur 10 places, il veut prendre 8 places, comment voulez-vous donner les 2 places qui restent à 4 autres partis? C'est pas possible. D'accord. Donc voilà aujourd'hui où il est. Maintenant, il faut de l'intelligence, et cette intelligence-là, pour l'instant, je ne vois pas dans les partis écologistes et dans les partis gauche. Et l'autre parti qui s'est créé aujourd'hui, qui est créé par ce qu'on appelle, ça s'appelle le parti des démocrates écologistes, par François de Rugy, et puis comme il s'appelle, Jean-François Blassé, pour l'instant, c'est du pipi de chat pour moi. C'est juste histoire de dire, on n'est pas d'accord avec Cécile Duflot, donc on veut porter notre parole. Et il faut savoir que ce sont des gens qui veulent aller quand même avec le gouvernement de Valls. Voilà. Moi, je m'arrête là, je ne veux pas aller plus loin. D'accord. Si on s'arrête là sur les questions franco-français et qu'on essaie de, même si en tant que maire, vous ne pouvez pas vous exprimer sur la situation politique à Djibouti. Je peux avoir un avis. Voilà, exactement. La seule chose, c'est que actuellement, il y a des choses qui sont gravissimes qui se passent à Djibouti, et j'aurais bien envie d'avoir votre avis, et j'aurais bien aussi avoir aussi l'avis des autres et des autres Djiboutiens qui nous écoutent. Ce qui se passe actuellement, on entend de plus en plus des jeunes qu'on les arrête, quelles que soient les raisons et quelle que soit ce qu'ils ont fait, et qu'apparemment on leur pose des questions sur leurs origines, sur leur tribu. C'est apparemment de la police, les gendarmes qui posent ce genre de questions, des tribus, des ethnies. Est-ce que cette situation à Djibouti ne présage pas quelque chose de très mauvais qui risque d'arriver à notre pays, on va dire, au pays dont on est originaire, et je pense qu'il vous touche autant que moi, son avenir. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui est en train de s'aggraver? Et personne, que ce soit au niveau de l'opposition, elle dénonce de temps en temps avec un communiqué, mais il n'y a personne qui prend ces problèmes-là bras le corps, qui essaie de parler, parce qu'il y a, lorsqu'on rentre dans ces circuits-là, parce qu'il y a des jeunes qui sont totalement innocents, qu'on leur pose ce genre de questions. D'accord, Mahmoud, c'est quoi la question? Alors, non, mais la question, c'est ce qui se passe actuellement à Djibouti au niveau de que le régime utilise. Le côté tribal de la chose, voilà, d'accord. Alors, monsieur le maire, que voilà. pensez-vous de cette situation? Est-ce qu'on ne va pas vers la somalisation de Djibouti? Comme a dit tout à l'heure Jama Mahmoud, il s'agit d'un gouvernement, donc souverain. Et je ne peux pas me permettre, moi en tant qu'élu... Je peux juste intervenir sur le mot souverain, parce que pour moi, c'est pas le gouvernement qui est souverain, c'est le peuple qui est souverain. Oui, mais Mahmoud Jama, on peut penser ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut savoir que si le président a été élu, je parle d'élection, je ne parle pas de démocratie, tout ce que vous voulez. Moi, je parle d'élection. Et ce que je vois en tant qu'élu démocratique, je parle un républicain aujourd'hui, il a été élu. D'une façon ou d'une autre, voilà. Et donc, pour moi, si le peuple a élu majoritairement un président qui a nommé son gouvernement, pour moi, c'est un pays, il a des frontières. Et quand on parle de souveraineté, c'est quand on a des frontières. Ils ont des frontières qui appartiennent à Djibouti. Donc, je ne peux pas parler de dire qu'il y a du tribalisme ou quoi que ce soit, parce que c'est de m'exposer à des problèmes politico-démocratiques, si on peut dire ça. Mais, je ne me cache pas derrière, je veux dire. Premièrement, Mahmoud Jama, moi, je ne sais vraiment pas comment ça se passe à Djibouti. La première chose. Les arrestations, je vois sur Facebook, sur les pages, je ne vois pas. Donc, ça veut dire apporter quelque chose, parce que d'un côté, il y a des gens qui décrivent ça, et de l'autre côté, des gens qui disent c'est pas vrai. Donc, je ne peux pas m'appuyer sur l'un ou l'autre pour savoir. La deuxième chose. La deuxième chose. Le gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas enclencher une enquête? Je ne fais pas partie du gouvernement djiboutien. S'il nous entend aujourd'hui, moi je leur conseille de sortir ça au jour et d'exposer, de dire pourquoi on arrête, s'il y a des arrestations et pour quelles raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles on arrête ces jeunes-là. Maintenant, Mahmoud Jama, moi je vais aller plus loin.
Vous m'avez parlé d'une opposition. Quel est le rôle d'une opposition? C'est de dénoncer. De dénoncer, c'est pas seulement de la dénonciation calomnieuse, comme on dit, mais c'est dénoncer politiquement et culturellement, sociétalement ce qui se passe. Parce que c'est leur rôle de veille. Si cette pause... Il existe aujourd'hui, même si on peut penser qu'il y a de la censure, machin, ce qu'on peut dire, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle Internet, qui ouvre les portes à tout le monde, au monde entier. Et le monde entier est ouvert vers vous. Donc, cette opposition-là qui existe aujourd'hui, mais pourquoi elle n'utilise pas ces réseaux-là pour pouvoir dénoncer? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, apparemment, il y a des députés qui sont rentrés à l'Assemblée de l'opposition. Oui, oui. Donc, pourquoi ces députés-là, le rôle, justement, aujourd'hui, c'est de prendre la parole au sein de cette Assemblée qui est, si on peut dire démocratique, de dire ce qui ne va pas et de poser directement au gouvernement, parce qu'il y a les questions du gouvernement quand même, ça doit exister. Donc pourquoi ne pas poser directement au gouvernement, dire vous avez arrêté des jeunes, on veut savoir le motif, machin. C'est pour cela, juste, je parle, c'est vrai que c'est dans un monde idéal que je dessine là, Mahmoud Jama, mais je pense que vraiment l'essentiel l'opposition doit jouer là-dessus aujourd'hui et d'être unanime. Je suis entièrement sur ce point-là que l'opposition, elle doit prendre son rôle clairement et prendre vraiment ces problèmes-là à bras le corps, parce qu'il ne s'agit pas juste un petit problème, on va dire périphérique de la situation. C'est un problème central. Oui. Les problèmes des tribus d'identité à Djibouti, on est au XXIe siècle. Tout à fait. Vous imaginez à Djibouti, pour changer des cartes d'identité, pour changer des passeports, les gens leur demandent quelle tribu vous êtes, quelle identité vous êtes. On vous arrête dans la rue, on vous pose la question de quelle origine et quelle tribu vous êtes. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes de telle tribu. C'est pas plutôt un problème sociétal? C'est pour ça que les Djiboutiens doivent vraiment prendre conscience que ce problème-là, il est grave. C'est grave, oui, c'est grave. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très grave ça. Et vraiment, moi aussi, je me suis abasourdi quand je l'ai vu. Voilà, au sein de l'opposition, les députés de l'opposition, les 8 députés de l'opposition qui se disent d'opposition, doivent demander une enquête de ce qui se passe réellement. Oui, ils ont le droit. Oui, il faut une enquête soit parlementaire, soit administrative. Ils peuvent demander, soit parlementaire, soit oui. Et s'ils n'obtiennent pas cette enquête-là auprès du gouvernement, et même peuvent enclencher et faire entendre la communauté internationale sur ces problèmes-là. Il y a la Cour en particulier. Il y a la Cour internationale qui existe où ils peuvent directement prendre contact et puis leur... Mais avant tout, il ne faut pas non plus engréger, il ne faut pas sauter les étapes. La première étape, c'est qu'il existe des parlementaires qui ont été élus par le peuple et qui sont ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition doit faire son travail et de demander les questions au gouvernement et par-delà, demander, comme a dit Abdi, soit une enquête parlementaire, soit une enquête judiciaire, c'est-à-dire directement, un des députés peut déposer la demande, de déposer une demande judiciaire qui est obligée d'être faite par la police judiciaire. Voilà. Mais d'abord, avant d'aller à la Cour de justice internationale, ou tout ce qu'on veut, il faut déjà que ça se passe au niveau local. Et chacun retrouve sa place et chacun fait son travail. Exactement. Voilà. En tout cas, on dira merci beaucoup à M. Mahmoud Jama et surtout merci à M. Khadraté d'avoir bien voulu répondre à ce genre de questions auxquelles il n'était pas vraiment préparé non plus. Non, mais Mahmoud, c'est une question très importante. Mais effectivement, ça touche notre pays et si c'est vraiment le cas, c'est grave, c'est plus que grave. C'est très grave parce qu'on laisse passer un certain nombre de choses. Il y a des choses qui se disent, des jeunes. Moi, c'est la conscience même de la jeunesse djiboutienne qui est violée actuellement. Lorsqu'on arrête, qu'on leur pose ce genre de questions, des jeunes qui sont totalement en dehors de ce concept-là, qu'on leur remette en leur disant vous êtes de telle tribu, vous êtes de telle ethnie, vous êtes de tel type. Et en plus, c'est pas une petite cachette. Par exemple, il y a un commandant de brigade, c'est un responsable, parce qu'il est une informe de la République. Il a été ici
Non, on ne peut pas considérer comme un... En plus, il y en voilà, a en officier... plus, des agents de l'État, des agents de l'État, c'est pas du camérages dans la rue. Non. C'est des agents de l'État qui posent ce genre de questions. C'est une honte. C'est une honte, c'est grave. Je suis d'accord avec toi. C'est très grave et c'est vraiment, c'est c'est inadmissible, c'est insupportable. Là, c'est Vraiment, vrai, mais en même temps, ce que je dirais pour clore cette discussion-là, c'est que si on est en train de poser la question à ces jeunes-là, c'est que justement, ça n'a plus de prise sur ces enfants, ça n'a plus de prise sur ces jeunes. Moi, ça me fait plaisir, c'est que ces jeunes ont décidé de dire merde à tout ça qui nous a, nous, plombés pendant tant et tant d'années. Et j'espère que grâce justement à ces jeunes, notre avenir sera un tout petit peu plus radieux. Merci beaucoup, Mahmoud Jama. On l'espère. Merci, Mahmoud Jama. Merci, Au revoir. Ardi, merci, Rader. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Mahmoud Jama qui était avec nous et qui a eu le temps de poser pas mal de questions, surtout sur les vers, élever les vers et ainsi de suite. Moi j'irais juste poser une petite question, Monsieur Khadr Ataye. J'ai entendu parler que vous essayez de créer un collectif. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est avec plaisir que je vais en parler. Aujourd'hui, il faut, comme je l'ai dit une fois sur ma page Facebook, j'ai mis que il y avait un déni de démocratie, ce que j'appelle un déni de démocratie. On se fait élire avec des propositions qui ne sont pratiquement jamais tenues. Et c'est-à-dire qu'on a volé en quelque sorte la parole au peuple. Et c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et donc aujourd'hui, cette façon de faire n'est plus valable. Donc ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est c'est redonner cette parole à la population. Et la meilleure façon de le faire, c'est que la population se prenne en main. Même si j'ai structuré ce qu'on appelle un collectif de citoyens, ce collectif-là est constitué de personnes qui n'ont rien à voir avec des partis politiques, mais qui sont tous issus de la société civile, toutes races confondues. Bon, il ne faut pas dire race, parce que c'est un mot qui nous pose un problème, mais toute origine, on va dire, confondue. Et aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'accorder un peu de crédibilité à la parole politique et de donner l'envie aux gens d'aller voter. Il faut savoir que dans ce collectif, la majorité des gens qui font partie ne votent plus ou ne votent pas du tout. Et ce qui me fait plaisir, c'est de les amener à venir discuter de ça justement et de dire pourquoi vous ne votez pas et puis donner le moyen aux autres qui sont dans le même cas qu'eux d'aller voter. Voilà ce collectif, le but de ce collectif aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que c'est qu'avec des choses, des initiatives pareilles, qu'on pourra sauver notre démocratie. Bon, Ataye, on va aller loin là aussi maintenant, dehors de France. C'est le problème des Syrie maintenant là. Oui. Il y a un mois maintenant. Oui. C'est la France, il a attaqué, comment ça s'appelle, à Daesh. Oui. Pourquoi maintenant la France? Il va falloir que j'appelle Valls pour me donner un poste ministériel. Et puis je pourrai revenir pour répondre. Mais et il faut savoir, c'est que ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau, on va dire, diplomatique. Il faut savoir que les États-Unis ne veulent pas se mouiller, mais par contre, les Russes et puis les Chinois sont en train de dire il faut soutenir, pour l'instant, le régime de Bachar al-Assad. Il faut savoir une seule chose. Il faut partir depuis le début. On a parlé tout à l'heure de l'islam. Et pourquoi la France en parle aujourd'hui de l'islam? Il faut savoir que c'est une religion honnête. Peut-être que ça froisse certaines personnes qui écoutent, peut-être que ça le fait rire, mais quand on connaît cette religion, les gens qui la pratiquent et les gens qui la font, le font honnêtement. Et aujourd'hui, comme je dis, il y a à peu près une heure, en début de cette interview, je dis que comme on ne trouve pas de solution aujourd'hui en France, il faut trouver un sujet. Et le sujet est devenu l'islam. Mais au-delà, je vais aller plus loin, c'est que certaines personnes utilisent cette religion soit à bon escient, soit, pour nous poser des problèmes, les vrais musulmans. C'est-à-dire, quand je dis les vrais musulmans, les gens qui le font correctement, leur religion, et qui l'appliquent correctement. Et ces gens-là, ces personnes-là, dont Daesh fait partie,
fait du mal à la religion musulmane. Fait vraiment du mal à la religion musulmane. Parce que la religion musulmane n'est pas une religion de violence, c'est une religion de tolérance et de respect. Et quand on voit, et quand quelqu'un qui est un Français de lambda, qui habite en fin fond de la campagne et qui a toujours écouté l'église qui cloche à côté de chez lui et qui a toujours été vers son curé principal, quand il voit les images qu'on voit et que ces gens-là rejettent par rapport à lui, c'est normal. Je dis c'est normal, c'est pas normal, mais il est un peu naturel que les personnes aient cette peur-là de cette religion qu'ils ne la connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est aux musulmans français, de France, d'expliquer, de faire la pédagogie de cette religion à leurs compatriotes français, puisqu'ils sont français aussi, à leurs compatriotes français, à travers leurs imams qui font du bon travail. Parce que je sais qu'à Chalon-sur-Saône, les 3 imams qui sont là-bas sont des gens qui font exactement comme il faut pour décrédibiliser cette religion. Si tout le monde se mettait comme les associations françaises qui sont de culture musulmane, si aujourd'hui pouvaient redorer le blason de cette religion, même si c'est une religion qui existe 1400, 30 et quelques années. Voilà, c'est ça, 1435 ans, c'est ça, 1435 ans, c'est pas une jeune religion quand même si c'est la plus jeune des 3, mais c'est une religion qui existe depuis plus de 1400 ans. Donc il faut redonner. Voilà. Il faut dire les choses telles quelles, parce que les journalistes aujourd'hui, ils savent mieux que certains citoyens lambda de français, parce qu'ils connaissent mieux, c'est des gens qui ont côtoyé les pratiquants, les vrais musulmans, comme vous le dites. Et pourquoi aujourd'hui les médias français tapent sur l'islam en question? C'est pas qu'ils tapent pas, je m'exprime. Là, c'est le démocrate qui parle, l'élu. Les médias, comme je disais tout à l'heure, ce sont les yeux et les oreilles des personnes maintenant. Avec l'ère aujourd'hui informatique et audiovisuelle, les gens restent chez eux et n'écoutent que ça, ne voient que ça. Maintenant, c'est ce que je disais, il faut que les journalistes fassent attention à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils disent. Tout à fait. Et c'est pas dans le mauvais sens que de dire. C'est pas dans le mauvais sens où ils expriment l'islam, mais ils relaient justement, parce que je sais plus qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'on arrête les images qui viennent de Daesh et puis de l'État islamique. Ben, il faut arrêter de nous ressortir ces images-là. Parce que parfois, c'est des images qui datent de 2011, de 2012. C'est ça, parce qu'ils nous ressortent ça aujourd'hui pour pouvoir justement, et Daesh, ben, il se frotte les mains, puisque les gens voient cette cruauté et cette mauvaise. Et se disent aujourd'hui, bah si c'est l'islam ça, mais c'est pas une question que le journaliste essaie de jouer son but un coup d'avance, c'est-à-dire j'ai l'information avant les autres. Sauf que cette information avant les autres fait mal des fois. Ils sont en train de monnayer leurs informations et c'est pas au gré des musulmans, des vrais musulmans comme on l'a dit. Ça fait du tort aux vrais musulmans qui sont là depuis 200 ans en France et qui vivent sur ce sol qu'on n'a jamais entendu parler avant. J'aime bien la mentalité des journalistes anglo-saxons qui ne relaient pas de cette façon les informations et qui aujourd'hui en France on a tendance à voir des journalistes qui sont soit anti-islam ou encore qui relativisent les choses et qui disent... Est-ce que le problème c'est l'islam ou c'est la gouvernance? Par exemple, quand on voit tous les pays sur la planète, l'islam surtout, il y a le problème. L'islam est partout. C'est pas non, regarde, actuellement, surtout les pays arabes. Irak, la Syrie, machin, tout ça. Ça, c'est des problèmes qui ont été... Le problème, c'est pas uniquement... Est-ce que le problème de religion ou est-ce que c'est le problème de gouvernance? Par exemple, le Saddam Hussein, c'est un dictateur. Oui. Ok, regarde en Yémen. Lorsqu'arrive l'échéance, le mandat M. Ali Abdallah Saleh, il y a l'opposition arrive, il a dit M. Ali Abdallah Saleh, il faut céder les places. Parce que c'est fini, soit accepter une vraie démocratie, transparence. Et voilà les résultats. Et regarde en Syrie. Tout début, il y a une opposition qui arrive. Il dit, monsieur, le temps de changement, le temps de la démocratie arrive. Même la religion musulmane accepte, même la période du prophète, il faut toujours transparence, il faut toujours la démocratie. Il faut toujours le meilleur entre vous, choisir le meilleur entre vous. Tout à fait. Parce que, est-ce que les modes musulmans actuellement, ils sont au contraire
Parce que garder les pouvoirs, garder tous les privilèges, il faut savoir ce qu'on entend par changement, parce que quand on dit changement, parfois ça peut être un changement matériel et fonctionnel, parfois ça peut être un changement de comportement. Et ce qui cause problème aujourd'hui dans le pays, dans le Moyen-Orient ou encore en Afrique, c'est une question de changement de comportement. Les gens se comportent d'une façon à ce qu'ils puissent s'agripper au pouvoir qui la reste, parce que tout simplement on a tendance à s'auto-proclamer autour d'un pouvoir. Et ils ne veulent pas lâcher. Et aussi, en fait, en Moyen-Orient, c'est une autre culture, c'est une autre vision du pouvoir. Ce n'est pas la même vision qu'on a aujourd'hui en Europe ou encore dans le monde occidental. Et tout simplement, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont en train de briser, en fait, l'évolution historique de ces pays, parce que c'est des pays qui sont passés de la royauté. C'était quelque chose héréditaire, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est à un moment donné, parce que les journalistes, maintenant on a parlé des journalistes, c'est comme si les journalistes qui ont créé le problème. Non, c'est pas question des journalistes. C'est pas une question de journalisme. C'est le comportement d'être là, les modes arabes. Et tant qu'il n'a pas accepté au niveau de la démocratie. Parce que c'est la démocratie. Il faut dire. Même si on dit oui, c'est la mode occidentale. Je vais aller plus loin, Abdi, ce que tu dis. Politique ne va pas avec religion. Tant qu'on n'a pas fait la part des choses. Il faut dissocier tout à fait. Il faut dissocier. Il faut dissocier. Il faut dissocier politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa religion, loin de là. C'est-à-dire, on peut l'appliquer sa religion, on peut l'appliquer chez soi, même si c'est un pays, je parle par exemple de ces pays-là, arabes dont on parle, même si ce sont des pays musulmans, comme en France, il y a encore les églises, et que les gens y vont librement, qu'ils aillent aux mosquées librement, et qu'ils fassent. Mais tant que la religion, je ne parle pas de la religion musulmane, n'importe quelle religion rentre dans une politique, c'est pas bon. Il faut dissocier. Et le jour où ces choses-là se verront, il faut laisser le temps. Enfin, le temps est passé. Comme c'est une jeune religion, la religion musulmane, peut-être que les générations après nous on ne sera pas vivants, mais les générations d'après le feront et dissocieront politique et religion. Ce jour-là, on aura gagné. Notre laïcité. 15h21, il ne reste que très très peu de temps. Dernière question de M. Ali Daher. Bon, parce que moi, je suis étonné, il y a des choses encore. En France, d'autres pays européens, l'Angleterre, Espagne, Hollande, il y a beaucoup de Allemands, il y a beaucoup de musulmans. Il n'y a aucun problème. Pourquoi en France? Voilà. Non, il y a des problèmes. Non, c'est pas. Allez, tout là où il y a le. Non, même la Hollande, il y a le problème de l'islam à l'époque, quand il y a les femmes, il n'y a aucun problème. Non, parce qu'il n'est pas toujours parlé des problèmes d'islam. Ici en France, toutes les radios, même à la télé, c'est toujours un problème. Ali Daher, je veux t'arrêter tout de suite. Là, si on en parle, il y a des élections. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections. Et puis, je vais encore plus loin. Et la psychose qui s'est passée aussi dans sa tête, il a l'impression que l'islam est martyrisé en France. Non, mais voilà. Mais il faut dissocier les deux. C'est normal que tu te poses ces questions-là. Et puis, il est logique. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est là où je peux te rejoindre, c'est que nos politiques ne sont pas dans le sens de la expliquer aux gens et d'accompagner vraiment ce que c'est. Ça pose pas de problème quand il s'agit du christianisme, puisque le christianisme, c'est le christianisme. Mais c'est vrai que cette religion... La plupart de vieux gouvernementaux, ils sont tous des chrétiens, des judéo-chrétiens. Voilà. Et la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est cette pédagogie. C'est ce que je disais en début d'interview. Il faut accompagner la démocratie, même si elle existe depuis longtemps en France. Et l'islam, comme le christianisme et comme le judaïsme, fait partie de cette démocratie. Voilà. C'est vrai. Et il faut l'accompagner. C'est la façon dont on doit emmener. Et ça, c'est un combat politique. Moi, je ne veux pas aux gens qui votent, qui sont contre les musulmans. Je n'en veux pas aux gens qui votent pour le Front National. J'en veux à tous les politiques de partis libéraux, on va dire, libéraux. Je leur en veux. C'est leur rôle, justement, de décrédibiliser et d'accompagner les gens dans ce sens-là. Okay, d'accord, merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis là, on va bientôt arrêter. Vous avez toujours la possibilité de nous appeler rapidement au 02 40 93 26 62. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant toute cette émission, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Ça a été vraiment... Je remercie. Je vais m'exprimer la dernière petite phrase en Somalie. dadka dhanay Djibouti iyo meel walba jooga gebigu nabad wala salaaman tihiin
dadka malaa waxay ku moodayaan inaad dirireen af Soomaali af Soomaali waan garanayaa in walba iga baxsaday af Soomaaliga wuu jiraa wali bas bon Mais il faut pas lâcher, hein. Il faut essayer de parler un peu toujours. ku yar baalka nagu yimid Soomaaliya ka yimid carruurteedu waa arkay afkii ka diga kolkaasuu in Maxamed Leeraa ka yiri war qodsidan noo baraf Soomaaliga qofka go'ay waxaad samaynaysiin afka hooyo dimaya kiyara kadib dhowr bilood af Soomaaligu iloobe imika Faransiis ku jawaabaya Bon, bah écoutez, monsieur le maire a beaucoup de succès. Allô, salam alaikum. Qui êtes-vous? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Allez-y, vous pouvez poser la question, Khadija. Oui, c'est par rapport à... La conversation est déjà très intéressante et je vous remercie de la soulever. C'est très important. Je remercie tout le monde qui est sur le plateau aussi et merci de m'avoir donné la parole. Je voulais juste intervenir au niveau d'une personne qui a tout à l'heure dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que la personne avait dit était correct. Je n'ai pas critiqué. Je voulais juste rappeler, lier ça avec la démocratie et qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman, arabe ou autre, mais qui est musulman. L'Europe a parlé de démocratie après avoir établi la Renaissance et puis le siècle des Lumières. Pour les pays musulmans, pour moi, je crois qu'il y a un problème, c'est-à-dire ils veulent passer d'une étape à une autre étape sans avoir du travail de ground, c'est-à-dire le travail du terrain. L'Europe n'est pas devenue démocrate sans tous ces siècles, toutes ces littératures qui ont été faites depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe. Donc pour nous les musulmans, nous devons déjà commencer, je ne veux pas mettre un pays, je ne veux pas citer un pays quelconque, même si je serais tentée, mais je ne le ferai pas. Nous avons besoin déjà de faire ce siècle. Bon, ce siècle des Lumières dont on a besoin. Nous devons faire déjà un travail de terrain, un travail de construction des institutions, un travail de littérature, un travail linguistique. On doit faire des recherches. Et c'est à partir de là que l'on pourra arriver à une démocratie, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un gap. Il y a un gros problème de compréhension de la démocratie. Et comme disait le monsieur qui est avec vous, monsieur Até, il faut accompagner la démocratie. Eh bien, la question de comment l'accompagner, déjà je le remercie pour avoir pensé à l'accompagner dans les pays musulmans. Alors maintenant, la question de comment l'accompagner, elle est complètement chaotique ou complètement ombragée. Et nous n'avons pas encore pensé à travailler de façon pragmatique. Bonjour, est-ce que vous pouvez juste me rappeler votre prénom? J'ai fini. Je vous remercie. Vous pouvez juste me rappeler votre prénom? C'est Khadija. Khadija, c'est quelqu'un qui nous écoute et quelqu'un qui participe. En fait, c'est carrément notre envoyé spécial à Londres. Bon, Khadija, bonjour. Tout ça d'abord. Bonjour. Et puis, vous avez vraiment apporté une touche. Vous avez résumé à peu près ce qui nous manque. Quand je dis ce qui nous manque, ce qui manque aujourd'hui à la... Tout à l'heure, vous avez parlé de psychose. Moi, je travaille comme psychothérapeute depuis 10 ans à Londres, dans une clinique. Oui. Et je crois qu'il y a une relation à autrui qui n'est pas encore comprise. Oui. Comment travailler avec autrui c'est justement, c'est le problème qui va se poser dans